à tous, je suis Boyer Victor, j'étais interne phase socle dans le service du professeur Lançon dans l'unité Orient. Je suis désormais dans le service du professeur Naudin dans l'équipe Ulysse et aujourd'hui je vais vous présenter la prévention de l'obésité et du syndrome métabolique dans la schizophrénie. Donc déjà, on va essayer d'établir un peu le contexte épidémiologique chez cette catégorie de patients. Chez patients atteints de schizophrénie, il se trouve qu'on a un taux de mortalité qui est 2 à 3 fois plus élevé que dans la population générale. Une espérance de vie qui est réduite en moyenne de 10 à 28 ans selon les études. Et il se trouve qu'en France également, donc là, je vous ai mis un peu des exemples pour qu'on comprenne bien, c'est tiré d'un bilan épidémiologique hebdomadaire de 2017. Qui revient sur 13 ans en fait, où ils ont regardé l'espérance de vie chez ces patients-là. Donc il se trouve que chez les hommes, l'espérance de vie moyenne, donc l'âge de décès moyen est plutôt à 55 ans versus 79 ans dans la population générale, et chez les femmes plutôt 67 ans comparativement à 85 ans dans la population générale. Donc ça, c'était le contexte épidémiologique. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer du coup cette surmortalité chez ces patients? Donc, il se trouve qu'il y a également été fait des études et un bilan épidémiologique pour déterminer les causes principales des décès chez ces patients. Il se trouve que dans cette population, donc, ce sont surtout les causes cardiovasculaires qui sont responsables de la majorité des décès. Viennent ensuite les cancers et enfin le suicide qui est environ 11%. Qui est beaucoup plus que dans la population générale déjà. Et il se trouve que dans la population générale, ce sont plutôt les cancers qui sont les premiers responsables de décès, et viennent ensuite les causes cardiovasculaires. Donc on voit bien qu'il y a une inversion au niveau des causes. Donc on va essayer de savoir un peu plus pour quelles raisons les causes cardiovasculaires sont, dans cette population des patients atteints de schizophrénie, une des causes principales de mortalité. Alors, il se trouve qu'il y a une prévalence de facteurs de risque cardiovasculaire qui est beaucoup plus fréquente dans cette population, avec un syndrome et des métaboliques et obésité qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs, et notamment une prévalence de l'obésité qui serait 1,5 fois à 4 fois supérieure à celle de la population générale, et notamment un syndrome métabolique chez les patients schizophrènes qui serait 2 fois supérieur également à la population générale. Donc, pour faire un petit rappel, donc le syndrome métabolique, c'est un ensemble de critères il en faut moins 3 ou plus. Donc, la tension artérielle qui doit être supérieure à 130 mm de mercure en systolique et 85 mm de mercure en diastolique. Une obésité abdominale avec un tour de taille supérieur à 102 cm chez l'homme et à 88 cm chez la femme. Des triglycérides supérieurs à 1,5 g par litre. Du cholestérol HDL inférieur à 0,4 chez l'homme et inférieur à 0,5 chez la femme, et une glycémie à jeun qui serait supérieure à 1,10 g par litre. Donc 3 de ces éléments permettent de classer les patients dans le syndrome métabolique. Donc les causes de ces perturbations et de ce surrisque du coup de cardio-métabolique. Donc, il a été évidemment décrit que chez ces patients, il y a un mode de vie qui est plus défavorable de manière générale, avec une alimentation moins saine, d'usage de tabac et d'alcool qui est plus fréquent dans cette population, peu d'exercice physique. Il y a aussi une autre hypothèse, qui est celle qui nous intéresse surtout aujourd'hui, ça va être l'utilisation des antipsychotiques de deuxième génération, qui ont été montrés dans plusieurs études avoir été associés à des risques de prise de poids et des perturbations métaboliques. On reviendra un peu sur la psychopharmacologie de ces antipsychotiques de deuxième génération et un peu les raisons de ce surrisque cardio-métabolique dans ces traitements en particulier. Il y aurait potentiellement aussi une autre cause qui serait un risque métabolique intrinsèque. En effet, avant même l'ère des introductions des premiers antipsychotiques, donc un peu avant 1950, il y a des études de cohorte qui ont été menées dans les années 20, les années 30 et un peu après, qui ont montré une incidence accrue d'anomalies du métabolisme du glucose chez les personnes atteintes de schizophrénie. Ces observations ont corroboré des résultats transversaux qui démontraient que la prévalence du diabète était plus élevée chez ces patients que dans la population générale. Il y a eu également des études plus récentes qui ont confirmé que les résultats de l'ère prémédicamenteuse ont continué à montrer une altération de la tolérance du glucose, une dyslipidémie et des aspects connexes du syndrome métabolique chez les patients schizophrènes
naïf de médicaments par rapport à des témoins sains. Notamment, il y a eu des études cas témoins de patients qui n'ont jamais pris de médicaments et qui présentaient un premier épisode et qui montraient des taux d'insulinorésistance et de peptide C notamment plus élevés et des taux d'HDL plus faibles par rapport aux témoins chez des patients qui étaient appariés en fonction de l'âge et de l'indice de masse corporelle. Donc ça suggère quand même que, en tenant compte de l'effet possible de la schizophrénie elle-même sur l'IMC, l'insulinorésistance, l'insuffisance est toujours plus élevée chez ces patients par rapport aux témoins sains. En accord avec cela, il y a aussi une méta-analyse de 48 études qui a montré une prévalence de 10% du syndrome métabolique chez ces patients n'ayant jamais pris d'antipsychotiques et des taux qui augmentent après avec la prise des traitements. Donc, il se montrerait bien qu'il y a un risque de base accru de syndrome métabolique au début du traitement et qui ne fait que s'aggraver au fil de la progression de la maladie. Il y a aussi il y a une altération du tolérance de glucose qui ont été retrouvées aussi chez les parents du premier degré, ce qui pourrait confirmer un rôle de prédisposition génétique chez ces patients-là. Donc là, j'ai listé un peu toutes les études qui allaient dans ce sens d'un risque métabolique intrinsèque chez les patients, même dès le premier épisode. Donc, si on peut résumer un peu tout ça, il y a une nécessité de meilleure prise en charge du fait tout simplement de la surmortalité et d'une perte de l'espérance de vie chez ces patients. Et notamment, il a été montré que malgré le risque bien connu de surmortalité cardiovasculaire, il y a un taux d'intervention qui est extrêmement faible pour ces facteurs de risque. Et également, c'est un facteur de non-observance assez important, ce qui est donc plutôt délétère pour les patients par la suite. Donc pour les résumer, nous, ce qu'on va essayer d'éviter, c'est cette autoroute du syndrome métabolique qui mène au diabète et aux complications cardiovasculaires. Il se trouve que voilà, quand un patient a un trouble de la schizophrénie, il a déjà potentiellement une susceptibilité au syndrome métabolique, à la prise de poids, qui, on va le voir, est aussi peut être augmentée par la prise aussi d'antipsychotiques, de certains antipsychotiques. Cela pourrait augmenter l'appétit, augmenter le poids. Et il se trouve que la graisse abdominale induit de l'insulinorésistance, des perturbations lipidiques avec une augmentation des triglycérides, ce qui crée une hyperglycémie, un malfonctionnement des cellules bêta du pancréas qui conduit au prédiabète, au diabète et aux complications cardiovasculaires du diabète. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de changer, nous, dans la pratique clinique chez les praticiens, pour éviter ce surrisque cardiovasculaire? Donc, sur le plan des gènes, de la susceptibilité chez ces patients, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a quand même une chance de succès assez modeste également sur les activités physiques qu'on va voir et sur le mode de vie. Et notamment, on va voir également des choix d'antibiotiques différents ou des traitements d'appoint pour essayer de diminuer cette insulinorésistance et la survenue de ces événements cardiovasculaires. Donc tout d'abord, il faut bien savoir qu'avant la mise sous traitement, même, il faut déjà rechercher des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc que ce soit dans les enseignements médicaux personnels et familiaux du patient, notamment des notions d'infarctus du myocarde avant 50 ans, des dyslipidémies déjà présentes, etc. S'interroger sur l'hygiène de vie du patient, ses habitudes alimentaires, son activité physique, s'il y a des consommations d'alcool et de tabac, de la toxicomanie, et voir également, à chaque fois évidemment, faire un bilan clinique et biologique avec la pesée, un calcul de l'IMC et du périmètre abdominal, une mesure de la pression artérielle et des dosages du cholestérol et des triglycérides, ainsi que de la glycémie. Ensuite, une fois que le patient est sous traitement, il va falloir pouvoir détecter ces anomalies. Donc là, je vous mets un rapport de l'AFSAT qui datait de 2010, mais qui peut toujours s'appliquer. Donc ce serait déjà de surveiller le poids et l'IMC mensuellement, donc
à l'instant T, puis à 1 mois, puis à 3 mois, puis trimestriellement. La glycémie à jeun, le bilan lipidique et la pression artérielle, de la surveiller au temps 1, puis à 3 mois, puis annuellement pour la glycémie à jeun, puis le bilan lipidique tous les 5 ans s'il est normal. On peut le contrôler un peu plus fréquemment. Et la pression artérielle, également à 3 mois, puis annuellement. Donc, les études, elles ont bien inventé que des stratégies non pharmacologiques pour gérer le syndrome métabolique et la prise de poids chez les patients ont été bénéfiques et rentables et qu'elles doivent être donc une priorité, et en particulier au premier stade du traitement par antipsychotique. Donc, il y a des programmes combinés de régime alimentaire, d'activité physique et d'aide au sevrage tabagique et alcoolique. Donc, au niveau alimentaire, donc, on va essayer d'apporter des glucides, donc plutôt à 50% des apports caloriques totaux, des lipides plutôt à 30%, en essayant de diminuer les acides gras saturés qu'on retrouve dans la viande rouge, la charcuterie, les produits laitiers, l'huile de coco et l'huile de palme. Et plutôt favoriser les acides gras monoinsaturés comme l'huile d'olive, d'arachide, de colza, le poisson gras et la volaille. Et surtout d'essayer de favoriser des acides gras polyinsaturés en oméga 3, riches en oméga 3 comme l'huile de soja et l'huile de noix. Les protéines, ce sera environ 10% des apports caloriques totaux et on va favoriser les poissons et plutôt une viande blanche. Pour l'activité physique, donc en endurance ou en intensité, on va essayer de préconiser au moins 30 minutes par jour et au mieux 1 heure. Ensuite, bien que ces interventions de vie soient toujours cruciales, le passage à un autre médicament antipsychotique ayant une moindre propension à la prise de poids ou le choix d'un autre antipsychotique chez des patients à risque pourrait également être efficace pour gérer les effets indésirables de ces médicaments. Donc, là, on va s'intéresser surtout aux médicaments, donc aux différents antipsychotiques de deuxième génération qui ont été utilisés. Donc déjà, il y en a qui sont plus pourvoyeurs de syndrome métabolique et de prise de poids. C'est notamment le cas qu'on voit ici donc de l'olanzapine et de la clozapine. C'est une étude, une méta-analyse qui date de 2013, donc qui avait comparé les effets secondaires des traitements. Et il se trouve que l'olanzapine et la clozapine ont un risque important de prise de poids. En deuxième position, dans un risque intermédiaire, on a la quétiapine, puis la risperidone, puis la paliperidone. Et dans les faibles risques de poids, on a l'aripiprazole, l'amilsupride et l'aldol. Là, c'est pour le risque de prise de poids, mais c'est similaire pour le syndrome métabolique. Donc, sur le plan de la pharmacologie des traitements, qu'est-ce qui fait que notamment la clozapine et l'olanzapine induisent une prise de poids et un syndrome métabolique plus important que les autres? Et bien, il se trouve que c'est de l'effet principalement antagonistes sur deux récepteurs, donc les récepteurs 5-HT2C. Donc là, on voit sur cette figure que tout ce qui est à gauche, c'est une affinité accrue pour ces récepteurs en fonction des molécules. Donc on voit ici que la clozapine et l'olanzapine ont une forte affinité pour ces récepteurs qui sont connus pour provoquer ces effets secondaires cardio-métaboliques. Il y a également les effets antagonistes sur les récepteurs histaminergiques, et là encore, on retrouve la clozapine et l'olanzapine qui ont une affinité assez importante pour ces récepteurs. Donc, bien que on puisse modifier et changer le traitement d'un patient car la prise de poids ou le syndrome métabolique serait très important, il y a souvent la peur du risque de rechute en changeant de traitement qui sera peut-être moins efficace. Et donc, une autre méthode serait d'adjoindre un traitement d'appoint qui me permettrait de diminuer ce syndrome métabolique tout en gardant la molécule de base pour essayer de diminuer ce syndrome métabolique et la prise de poids. Donc là, la figure que vous avez sur l'écran, c'est des figures qui sont tirées d'une méta-analyse qui comparait les effets de traitement d'appoint qui sont listés là tout autour, donc la metformine, la mélatonine, le GLP-1, la fluvoxamine, l'aripiprazole, etc.
Les cercles représentent le nombre d'études qui ont été faites dessus et donc en gros le nombre de témoins et de patients qui ont eu ces molécules. Et les traits, la largeur des traits représente la significativité. Donc la figure A représente l'efficacité dans la perte de prise de poids. Donc on voit que là, par exemple, on voit que la metformine a une très bonne efficacité. La B, c'est pour l'IMC et la C, c'est pour la tolérance. Donc on voit là de prime abord que la metformine semble avoir plutôt un bon profil de tolérance et d'efficacité clinique. Ce qu'on va voir par la suite, je vais énumérer un peu tous les traitements d'appoint qui sont possibles et avec leurs points positifs et points négatifs. Donc, comme je disais, donc la metformine, c'est un antidiabétique oral de la famille des biguanines normoglycémants qui est utilisé dans le traitement à la base du diabète de type 2. C'est un traitement qui a un bon profil de tolérance avec des effets secondaires non supérieurs au placebo. Et il y a une méta-analyse qui a montré une efficacité sur le poids et l'IMC avec des pertes d'environ 3 kg sur des périodes de 12 semaines dans la plupart des études. Il y a également des études qui ont été faites, assez peu, mais qui ont été faites en tant que prévention primaire chez les patients qui ont fait un tout premier épisode et qui ont été pour la première fois traités. Ils avaient donné déjà directement de la metformine en plus d'un antipsychotique, comparativement à des personnes qui soit n'avaient pas d'antipsychotique et n'avaient qu'un mode de vie adapté, ou des gens qui n'avaient rien du tout, un placebo. Et il se trouvait que avec le groupe metformine, avec un mode de vie adapté, il y avait une baisse plus importante que le groupe mode de vie seul. La metformine était nettement supérieure au mode de vie plus placebo et au placebo seul sur le poids, l'IMC, le tour de taille, la glycémie à jeun, l'insulino-résistance en règle générale. Ces résultats de ces études sur les premiers épisodes, elles sont à contrebalancer car elles sont principalement des études chinoises, donc potentiellement difficilement généralisables à la population européenne ou occidentale. C'était principalement des patients jeunes également, donc chez qui il n'y avait pas une grosse prise de poids de base ou un IMC perturbé à l'origine. Un autre traitement d'appoint est également possible, c'est le topiramate, qui a montré des effets à peu près similaires à la metformine sur l'efficacité. C'est un traitement qui est un anticonvulsivant qui est utilisé en psychiatrie pour un effet anti-impulsif et il y a un effet secondaire qui est anorexigène, c'est-à-dire qui diminue la sensation d'appétit et qui permettrait donc de diminuer la prise de poids. Il se trouve que ce traitement, malgré sa bonne efficacité, il y a des effets secondaires qui sont quand même supérieurs au placebo et aux autres traitements, notamment des choses assez gênantes comme un effet dépressogène, des vertiges, pas mal d'effets secondaires qui peuvent être compliqués pour certains patients. Un autre traitement d'appoint possible, c'est les agonistes des récepteurs du peptide-1 type glucagon, donc le GLP-1, qui est un traitement aussi antidiabétique qui se fait par injection hebdomadaire en sous-cutané, qui favorise l'observance, qui aurait un bon profil d'efficacité, mais qu'il n'y a pas encore assez d'études cliniques dans ce cadre-là pour essayer de... Mais il semble que cela soit assez prometteur. Donc, plus d'études devraient être faites sur ce traitement-là. Un autre traitement d'appoint possible est l'aripiprazole. Alors l'aripiprazole, c'est un autre antipsychotique. Donc, qui a été adjoint à environ 15 mg à d'autres antipsychotiques qui eux étaient beaucoup plus pourvoyeurs de syndrome métabolique comme la clozapine ou l'olanzapine par exemple. Et cela entraînerait une réduction significative de prise de poids de façon assez particulière par rapport au placebo. Il y a aussi d'autres pistes que je vous ai mis ici qui me paraissaient intéressantes, notamment la piste de la fluvoxamine qui est en fait un antidépresseur. Il se trouve que la clozapine dans son métabolisme, quand il est métabolisé, elle est métabolisée par le cytochrome P451A2 en partie, et ce qui permet de former son métabolite actif qui est la norclozapine, qui serait le métabolite actif qui serait
plus cytolytique et responsable de la prise de poids. Donc du coup, l'idée qu'ont eu certains chercheurs était d'introduire un inhibiteur du cytochrome 1A2 pour bloquer le métabolisme de la clozapine en norclozapine et ainsi de pouvoir diminuer la prise de poids liée à cette augmentation de la norclozapine. C'est là qu'ils ont essayé donc un traitement par fluvoxamine. Donc ils avaient un groupe de patients qui avaient de la clozapine à 300 mg et un autre groupe de patients qui avaient de la clozapine à 100 mg et de la fluvoxamine en plus. Ils avaient diminué la clozapine parce que la fluvoxamine, comme c'est un inhibiteur du cytochrome 1A2, cela augmente les taux de clozapine dans le sang. Donc ils ont diminué la dose de base et en espérant que la dose de norclozapine diminue, elle, par exemple, et que ça provoque une perte de poids. Et c'est ce qui a été retrouvé dans cette étude, c'est qu'en effet, il y a eu une perte de poids chez ces patients. Mais les chercheurs précisent bien qu'il faudra surveiller plus attentivement les prises de sang et le taux de clozapine émis dans le sang, car les taux de clozapine peuvent varier entre 5 à 12 fois, peuvent se multiplier sous fluvoxamine du fait de l'effet inhibiteur sur le cytochrome 1A2. Une autre piste aussi, c'est l'adjonction d'acides gras polyinsaturés de type oméga 3 qui a montré des effets, donc avec une très bonne tolérance. Donc c'est comme un complémentaire qu'on adjoindrait chez un patient qui prendrait un peu tous les jours. Bon, la limite, c'est que cela n'est pas remboursé, que ça reste un coût, mais cela a montré une bonne efficacité avec un très bon profil de tolérance. Il y a également la nisatidine, donc ça c'est un antagoniste sélectif des récepteurs à l'histamine, qui est initialement utilisé pour le traitement de la maladie de reflux gastro-œsophagien, mais je ne vais pas en parler longtemps parce qu'il y a eu un arrêt de commercialisation en 2020 en France. Autre traitement également, un autre antipyrétique qui est le zonisamide, qui aurait montré également des bons effets, mais un peu comme le topiramate, les effets secondaires restent gênants et assez fréquents avec ce traitement, des nausées, des vertiges, de la somnolence, parfois des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs, qui sont assez proches de ceux du topiramate. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous joins ici donc les références principales pour cette présentation, ainsi que les autres références. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.